Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bel été et je vous remercie de me retrouver sur le podcast L'investisseur transformé encore une fois. Mon nom est Ruben Antoine, votre animateur, et dans l'épisode d'aujourd'hui ainsi que les prochains épisodes, nous allons parler d'immobilier. C'est un sujet qui nous interpelle tous, car acheter une maison va quand même constituer pour la majorité d'entre nous la plus grande dépense de notre vie. Et en plus, quand on regarde les médias, on sait que c'est un sujet d'actualité parce que le Canada, en ce moment, passe à travers une grande crise de logement et beaucoup de problèmes d'abordabilité résidentielle. Encore une fois, cette année, le mois passé, on a entendu au 1er juillet les gens qui n'ont pas pu se trouver un appartement et qui se sont retrouvés à demander de l'aide. Donc, c'est un sujet vraiment important en ce moment. Nous recevons donc comme invité pour en parler Monsieur Stéphane Desjardins, qui est journaliste et auteur de plusieurs ouvrages en finances personnelles. Son plus récent livre qu'il a publié cette année traite justement de l'immobilier et s'intitule « Louer ou acheter, le guide ultime pour prendre la bonne décision ». Donc, durant notre conversation, nous allons non seulement répondre à cette question, à savoir « faut-il louer ou acheter son logement ?» mais nous allons aussi déboulonner plusieurs mythes en immobilier et nous allons répondre à plusieurs autres questions que les gens se posent, comme par exemple, est-ce que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, comme qu'on entend souvent? Est-ce que l'immobilier est un actif sans risque avec des valeurs qui augmentent toujours? Est-ce qu'une maison, c'est un bon investissement? Et bien plus. Donc, c'est sûr que nous commençons cette conversation, mais si vous voulez aller plus en profondeur sur la question faut-il louer ou acheter, les avantages d'être propriétaire ou locataire, ainsi que les inconvénients, je vous invite à vous procurer de ce guide, de ce livre rédigé par M. Desjardins. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute de cette conversation super importante, super aussi intéressante. Et je vous invite aussi à rester à l'affût des prochains épisodes qui vont suivre. On va continuer en fait d'aborder différents sujets sur l'immobilier. Bonjour Stéphane, merci d'être venu sur le podcast L'Investisseur transformé. Salut. Stéphane, on va prendre un peu de temps pour faire connaissance. Je sais que tu as écrit plusieurs ouvrages et guides en finances personnelles, mais peux-tu commencer par parler un peu de toi et où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Dans n'importe quelle bonne librairie, vous pouvez trouver mes livres, notamment aussi sur Amazon et Apple, Kobo, les liseuses électroniques, il n'y a pas de problème. J'ai publié plusieurs guides de finances personnelles, dont quelques-uns sur comment se débrouiller si jamais on est dans une situation difficile, dépenser sans se culpabiliser, ou évidemment des livres sur le placement, l'investissement en ligne. J'en ai 4 ou 5 comme ça. Parfait. Puis, ton plus récent livre traite d'immobilier et il s'intitule « Louer ou acheter ». C'est justement le sujet d'aujourd'hui. On va répondre à la question justement « Faut-il louer ou acheter ?» Mais avant ça, Stéphane, j'aimerais qu'on parle un peu de la crise de logement et les problèmes d'inaccessibilité qu'on voit au Canada, au Québec. Selon toi, quelles sont les causes de cette crise de logement et d'abordabilité? Ce sont des causes multiples. La première cause, elle aurait pu être prévue. C'est une cause qui est liée à la démographie. La population au Canada vieillit et en plus, il y a une immigration presque débridée dans le sens que on accepte plus d'immigrants que probablement la société est capable d'accueillir, ce qui fait qu'on est dans une situation où il faut loger ces nouveaux arrivants-là. Puis en plus, il y a une situation liée aussi au fait que le Québec a 4 universités à Montréal, 3 à Québec, etc. Donc, il y a une forte proportion population étudiante. Il y a toute la génération des baby boomers qui conservent ces maisons. Pourquoi?
pourquoi aller vivre ailleurs quand la maison est payée, qu'on a juste les taxes à payer. Et évidemment, il y a toute la question de l'inflation. Il y a un impact direct sur les coûts de construction des logements neufs. Et soyons honnêtes, de moins en moins rentable pour les promoteurs de construire des condos, des maisons neuves. Et en bout de ligne, il y a une situation de les logements sociaux, le parc de logements sociaux ne s'agrandit pas comme il ne devrait parce qu'il y a un retrait des gouvernements dans le financement de la construction des logements sociaux, malgré le fait qu'on est dans une crise de logement. On dirait que les politiciens ne comprennent pas qu'il faut construire des logements sociaux. Alors, tous ces facteurs-là viennent aggraver la crise du logement. Actuellement, moi, j'ai connu l'époque bénie où Montréal était une des villes les moins chères en Amérique du Nord et où il y avait une disponibilité de logement incroyable. Québec aussi était dans cette situation-là. Ottawa-Hull l'était. Et dans la plupart des régions du Québec, on pouvait se louer un logement facilement. Il y avait une disponibilité de logement. Moi, j'habite à Sainte-Adèle aujourd'hui, puis il y a 0 logement disponible. 0. On peut pas se loger à Sainte-Adèle. Juste tout près de chez moi, on construit 6 logements. Ils vont se louer en quelques minutes le jour où le propriétaire va les afficher. À Montréal, on a un taux de disponibilité de logement qui est au plancher. Historiquement, on n'a jamais vu ça depuis le lendemain de la Deuxième Grande Guerre mondiale où il a fallu construire des logements et des maisons en catastrophe par dizaines de milliers. Pas si vous vous souvenez des maisons de vétérans, on en parle souvent. Alors, c'est des maisons qui ont été construites par la Société d'hypothèque canadienne d'hypothèque et de logement pour satisfaire le retour des soldats de la guerre et surtout le baby boom qui est survenu tout de suite après la guerre. Mais on dirait que le message en ce moment ne passe pas. Et les gouvernements n'encouragent pas la construction de logements tant pour les pauvres que pour la classe moyenne. On dirait qu'il n'y a que les riches et les très riches qui peuvent se payer des logements en ce moment, ce qui est un non-sens tant qu'à moi. Enfin, il y a aussi une présomption qu'on n'est pas capable de se payer un logement en ce moment. C'est vrai que le taux d'abordabilité a augmenté énormément depuis la pandémie. C'est plus cher de s'acheter une maison ou un logement. C'est plus cher de se louer un appartement. C'est indéniable. Mais devenir propriétaire a toujours été considéré comme une marche assez haute à gravir, mais c'est encore possible de devenir propriétaire si on fait partie de la classe moyenne. C'est tout simplement que depuis 20 ou 30 ans, la classe moyenne n'a jamais été aussi riche, mais elle s'est inventée de nombreux nouveaux besoins de consommation. Alors, sa marge de manœuvre s'est rétrécie à cause de ça. On parle, par exemple, d'Internet haute vitesse, des voitures qui se sont agrandies en taille et beaucoup de la fast fashion, les voyages dans le sud, toutes sortes de nouveaux besoins qu'on a créés qui font que la classe moyenne a l'impression d'avoir moins d'argent dans ses poches, mais c'est pas vrai. Elle en a jamais eu autant. Puis dans ton livre, j'ai appris que le Québec est la province où le taux de propriété est le plus faible après la Nouvelle-Écosse. Je pense que c'est autour de 66,8 %, tandis que si on compare par exemple avec l'Ontario, le taux de propriété est autour de 68,4 %. Tu sais, on dit souvent qu'on est un peuple de locataires. Pourquoi? Est-ce que les causes de la crise de logement et d'inaccessibilité qu'on vient de mentionner plus tôt, est-ce qu'elles sont plus exacerbées au Québec selon toi? Non. Non, en fait, c'est plus exacerbé dans des villes comme Vancouver ou Toronto pour des raisons différentes du Québec. Pourquoi on est un peuple de locataires au Québec? C'est que historiquement, nous sommes en rattrapage. Les Canadiens français, les Québécois sont en rattrapage sur le plan économique depuis un siècle. Nous formions un peuple de colonisés. Nous étions collectivement pauvres et illettrés. Il y a 100 ans, à Montréal, le taux de mortalité infantile était le même que celui de Calcutta. Ça vous donne une bonne idée de la pauvreté qui régnait à Montréal il y a 100 ans. On a fait un rattrapage énorme avec la Révolution tranquille et depuis, on a presque rattrapé l'Ontario en termes de revenus.
C'est presque fait. C'est pas encore le cas, mais c'est presque arrivé. Ce qui fait que le taux de propriété est plus bas au Québec que dans le reste du pays. Il y a des provinces qui étaient plus pauvres que nous, comme Terre-Neuve, où le taux de propriété est plus élevé. Maintenant, Terre-Neuve nous a en moyenne dépassé à cause des revenus du pétrole, mais concrètement, c'est lié à ça. Il y a aussi un autre facteur, c'est que Montréal compte proportionnellement plus d'étudiants que les autres grandes villes au Canada et les étudiants, globalement, sont locataires. Il y a aussi un autre point qu'il faut tenir compte, c'est que Montréal reçoit plus de réfugiés que les autres villes depuis le début de la pandémie. Donc, il faut loger ces gens-là. Alors, ces gens-là sont généralement locataires. C'est à peu près ça. C'est les causes. Donc, parlons d'immobilier. On va déboulonner quelques mythes en immobilier, Stéphane. Je vais citer quelques croyances populaires et le but, c'est de m'aider à départager le vrai du faux. Ça vous va? Allez-y. OK. Donc, on entend souvent payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. C'est quoi votre opinion là-dessus? Oui et non. Dans le sens que le gros problème avec le statut de locataire, c'est que normalement, c'est mal vu parce que socialement, on associe le statut de locataire à la pauvreté, ce qui est pas vrai. Il y a beaucoup de gens à Montréal, par exemple, ou à Québec, qui ont des carrières reliées à leur statut professionnel. Ils restent quelques années ici, ils s'en vont ailleurs. Ces gens-là n'ont pas intérêt à s'acheter une propriété, par exemple. D'autre part, quand tu es locataire, tu es censé avoir plus d'argent dans tes poches que quand tu es propriétaire et cette différence-là te permettrait théoriquement d'économiser. Dans la réalité, le marketing est tellement fort que les gens n'économisent pas la différence entre le montant qu'ils paient en location et le montant qu'ils devraient payer en hypothèque. Alors, c'est pas vrai que jeter son argent par les fenêtres, être locataire, c'est pas vrai. Par contre, évidemment, théoriquement, quand on est propriétaire, vous connaissez la vieille expression, c'est de l'épargne forcée. Donc, à sa face même, effectivement, payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres si on a la capacité financière de devenir propriétaire. C'est la nuance. Autre croyance populaire, au prix élevé des loyers actuels, ça ne vaut pas la peine de louer car on peut être propriétaire pour le même montant. Est-ce vrai? En immobilier, que vous soyez locataire ou propriétaire en immobilier, la vieille expression anglophone location, 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 où vous habitez compte beaucoup sur votre budget. Si vous habitez dans un territoire où être locataire coûte extrêmement cher, où il y a une pénurie de logements qui fait que capitalisme 101, le prix des loyers a monté à cause de l'offre et de la demande, l'écart entre le coût de loyer et le coût d'achat d'une propriété est très faible. Ça vaut peut-être la peine d'acheter une propriété et c'est de plus en plus de cas dans de plus en plus de régions du Québec. Par contre, un loyer, c'est ce qui va vous coûter le plus cher pour vous loger. Une hypothèque, c'est ce qui va coûter le moins cher pour vous loger à cause des différents frais qui s'additionnent avec le statut de propriétaire que vous n'avez pas quand vous êtes locataire. Je pense que c'est un peu ça que les gens comparent. Ils regardent si je loue un 4,5 qui va me coûter 2500 et je m'éloigne un peu, je peux trouver une hypothèque qui va me coûter 2500, ça vaut la peine, mais des fois, les gens ne pensent pas qu'il y a d'autres frais à être propriétaire. C'est pas juste l'hypothèque. Il y a les taxes, il y a l'assurance, il y a l'entretien, etc. Donc, des fois, en comparant tous les frais inhérents à être propriétaire à comparer avec être locataire, propriétaire peut devenir beaucoup plus cher qu'être juste locataire. C'est en plein ça. En fait, quand on est propriétaire, il y a une série de frais qu'on n'a pas comme locataire. Par exemple, l'entretien, aussi les taxes. Ça, c'est deux affaires qui coûtent extrêmement cher. Mais il y a aussi les rénovations, il y a l'aménagement paysager si vous avez une maison, la piscine. Il y a toutes sortes de frais qui viennent avec le statut de propriétaire que vous n'avez pas. En plus, si vous avez un condo, il y a des frais de copropriété qui englobent certaines choses que vous n'avez pas comme locataire, par exemple des terrasses, des spas, des gyms. Il faut payer ces choses-là, des piscines, il faut payer ces affaires-là. Quand vous êtes locataire, vous ne payez pas pour ça, à moins que votre immeuble soit un immeuble de luxe puis que vous avez, ou à moins que vous louez un condo. Alors, à ce moment-là, vous payez indirectement ces frais-là. Exact. OK. Autre mythe ou croyance populaire,
l'immobilier, ça monte toujours. Une maison, ça prend toujours de la valeur. Concrètement, à travers le monde, à travers le temps, c'est pas vrai que la valeur des immeubles augmente constamment. Il y a eu plusieurs crises dans le monde qui l'ont confirmé. La crise des subprimes, par exemple, où, vous vous souvenez, on pouvait acheter un condo à Miami qui valait 400 000 pour moins de 100 000 $. Ici, au Québec, après l'élection du Parti québécois, la valeur des maisons, de l'immobilier a stagné pendant 10 ans. C'est pas vrai, c'est un mythe que la valeur des maisons et des condos augmente constamment. En fait, nous sortons tout juste d'une période d'un an où le prix des maisons au Québec et des copropriétés a stagné ou baissé dans pratiquement tous les marchés, sauf peut-être Mont-Tremblant et encore. Donc, c'est un mythe que la valeur des propriétés augmente dans le temps. C'est pas vrai. Je pense que les gens qui adhèrent à cette croyance-là sont influencés par l'historique récent du marché immobilier. Hein. On le sait, les 15-20 dernières années, le marché immobilier au Canada en général a été un marché en forte hausse en moyenne. Mais on oublie, hein, on ne se reporte pas plus loin dans le passé. Il y a les exemples que vous avez cités. Il y a aussi... au début des années 90, il y a eu un recul dans les prix de l'immobilier. Juste à Toronto, les prix avaient baissé de 34%. Et après, ce que les gens ne savent pas, ça a pris 14 ans entre 1989 et 2003 pour revenir au niveau où c'était. Donc, 14 ans où on est en dessous de ce qu'on avait acheté au début des années 90, mettons. Ça montre quand même, comme vous voulez dire, que ce mythe-là est faux. Hein? Les prix n'augmentent pas tout le temps. Ça va par cycle, définitivement. Au Québec, nous sommes chanceux d'avoir des programmes sociaux. Alors, les soubresauts de l'économie sont généralement moins importants qu'ailleurs au pays ou aux États-Unis où les marchés immobiliers sont sujets à des hausses ou des baisses plus importantes liées à la spéculation qui est plus grande aussi à Toronto ou à Vancouver. Mais effectivement, au Québec, on a vu le prix des maisons stagner pendant des années et des années ou augmenter peu. Effectivement, sur une très longue période, on va voir une augmentation importante du prix des maisons. Par exemple, un baby boomer qui a acheté une maison 16 000 $, c'est le cas de mes parents, en 1967, et qui leur vend maintenant à 700 000. On a l'impression que c'est un écart important, mais c'est pas tant parce que il faut toujours tenir compte du fait qu'on parle d'une très longue période, plusieurs décennies, et d'autre part, évidemment, contrairement à d'autres types de placements, la valeur est affectée par l'argent qu'on met dans l'entretien. Et les taxes aussi, les taxes municipales. Je pense que ça, c'est l'autre facteur qui influence la croyance qu'une maison, c'est un bon investissement. Vous avez donné l'exemple de vos parents. Moi, je sais que les grands-parents de ma conjointe avaient acheté une maison à 50 000 qu'ils ont vendue à 500 000 l'année passée, donc plus de 10 fois. Donc, c'est ça, les gens se disent, écoute, c'est le meilleur investissement qui soit. Mais moi, je fais le calcul. Acheter dans les années 60 à 50 000, vendu à 500 000, c'est un calcul juste pour que les gens le savent. On parle de 3,7 % là. C'est pas un rendement de 10 % là. Puis ça, c'est sans compter l'inflation. Si on inclut une inflation de 2 %, le rendement, il baisse à 1,7 %. Puis, comme vous avez dit, si on inclut les dépenses comme les taxes, l'hypothèque, l'entretien, réparation, les assurances, là, le rendement devient nul ou même négatif. Donc, ça met les choses en perspective. Il y a plusieurs études américaines qui concluent que c'est même un placement négatif que d'acheter une propriété en tenant compte de l'inflation, du financement, des coûts d'entretien et des taxes, comparativement, par exemple, à d'autres placements sur les marchés financiers, conservateurs même. Donc, en fait, acheter une propriété, c'est pas avantageux d'un point de vue de l'investissement. Non. Oui, et on parle de placement, juste pour donner un exemple par rapport à ce que vous venez de dire, le même 50 000 investi en 1960 dans un portefeuille à rendement moyen de 7 %, ça résulterait en un portefeuille maintenant de 3,5 millions. Donc, 50 000 d'une maison vendue à 500 000, ça paraît élevé, mais juste quand on compare, c'est une question de rendement. Hein. Les placements financiers ont
ont montré en moyenne qu'ils pourraient générer beaucoup plus sur le long terme. Donc, une maison à la base, c'est pas un investissement, mais c'est pour se loger. Il y a d'autres raisons familiales, qualitatives, personnelles pour justifier l'achat d'une maison. Je pense que c'est un peu ça votre message dans le livre aussi. Hein? En fait, mon message dans tous mes livres, c'est que les questions de finances ne sont pas des questions logiques. C'est des questions de comportement humain, donc de valeur. Nos décisions financières sont basées sur le fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau humain n'est pas rationnel. On va s'acheter une maison parce qu'on a l'impression qu'on va s'enrichir, mais on s'enrichira pas. C'est sûr qu'en bout de ligne, les propriétaires s'enrichissent davantage que les locataires parce que la maison demeure une épargne forcée. Mais théoriquement, vous allez mettre le même montant que vous allez canaliser dans votre maison dans un placement pépère en bourse, un fonds commun ou un fonds FNB indiciel de la Bourse de New York ou de la Bourse de Toronto ou un fonds commun équilibré, bien ordinaire, bien conservateur. Vous allez faire 3, 4, 5 fois l'argent que vous allez faire que vous auriez fait si vous avez pas mis 500 000 $ dans une maison. Là. Ça, c'est clair. Vous allez être multimillionnaire. Cette conclusion-là, elle est faite pratiquement à chaque 2 ou 3 ans par le magazine d'Économiste. Je fais cette comparaison-là dans tous les marchés importants immobiliers dans le monde. Alors, Montréal, Québec ou Ottawa, Gatineau, Sherbrooke, ça répond à la même logique. Mais il faut se loger. Alors, pour la majorité des gens, tant qu'à se loger dans un appartement puis donner de l'argent à un inconnu, il est aussi bien de se donner cet argent-là à soi-même. Alors, c'est un peu ça quand on parle d'épargne forcée. Et tu sais, tantôt, vous avez dit qu'il y a une question de conjoncture. C'est que la conjoncture a changé, hein. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans. C'était toute la question de la rareté de logement qui a fait changer la balance du pouvoir dans le marché en faveur des propriétaires. Donc, ceux-ci ne se gênent plus pour imposer des augmentations faramineuses et surtout expulser les gens sur de prétextes fallacieux. Par exemple, je vais loger ma mère, mon frère, ma sœur, mon enfant. L'appartement demeure vide pendant quelques mois, puis on le loue à nouveau à un prix de fou. Ça, c'est un phénomène nouveau qui n'existait pas il y a 10 ans. Alors, c'est ce phénomène-là milite en faveur d'acheter une propriété plutôt que de la louer parce que vous avez plus, finalement, autant de sécurité à être locataire qu'avant. Ça, c'est indéniable. Alors, si, par exemple, il y a un écart financier qui est pas énorme, mais qui est là, qui est important, entre le statut de locataire et le statut de propriétaire, ça vaut peut-être la peine, d'un strict point de vue financier, d'acheter une propriété, même si ça va se traduire par des efforts. Il va falloir se serrer la ceinture, mais il faut se serrer la ceinture pour épargner pour ses vieux jours. Donc, tant qu'à se serrer la ceinture, aussi bien se loger dans un appartement ou une maison qui nous appartient en bout de ligne. C'est beaucoup plus avantageux que ça l'était avant. Il faut le reconnaître. Donc, je pense à travers cela, vous venez de répondre en partie à ma prochaine question, qui est la question, en fait, qui est aussi le titre de votre livre. Faut-il acheter ou louer? Est-ce qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte pour départager quelle décision prendre entre acheter ou louer? Mais avant, le marché locatif était beaucoup moins sauvage qu'aujourd'hui. On va imposer des conditions de location plus difficiles. On va se faire sortir par des locataires, des propriétaires qui veulent louer plus cher, qui veulent rénover le logement pour pouvoir le louer beaucoup plus cher. Les conditions de location sont beaucoup plus difficiles. D'autre part, c'est pas vrai qu'on va jamais être capable de s'acheter une maison ou un condo. C'est possible d'épargner pour se ramasser 100 000 $ pour une mise de fonds ou 80 000 ou 50 000 pour obtenir assez d'argent pour mettre une mise de fonds pour s'acheter une propriété. C'est possible. Et c'est possible parce que on n'a rien qu'à analyser ses dépenses et dégager un peu d'épargne à chaque paye. Et les gens pensent que c'est des montants faramineux, mais c'est pas vrai. 350 $ par mois pour un couple pendant 3 ans, puis vous l'avez votre 100 000 $.
pour se constituer une mise de fonds pour s'acheter une propriété, c'est possible. Je pense qu'on vient de faire une belle conversation, Monsieur Desjardins, sur ce sujet vraiment important pour les Québécois et Canadiens. C'est sûr que c'est un survol, c'est un sommaire. Le guide va beaucoup plus en détail sur des chiffres, les avantages et inconvénients d'être locataire, les avantages et inconvénients d'être propriétaire, des trucs, des astuces, de la perspective. Donc, je recommande vraiment aux auditrices, auditeurs, de se procurer du guide pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet et ça va vraiment les outiller à prendre la bonne décision. Mais avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un mot de la fin ou un sommaire ou une leçon à tirer, quelque chose que vous voulez partager avec les auditeurs et auditrices? En fait, les gens devraient analyser leurs dépenses et faire un budget. Il y a l'application budget en ligne de la CEF du Centre-Nord, je pense, qui est extraordinaire, qu'on peut trouver sur le web, qui marche pour nos téléphones aussi, budgetenligne.net. Si on analyse nos dépenses, on se rend compte qu'on paye des choses pour rien. Par exemple, est-ce qu'on a besoin des 92 canaux sur le câble? Est-ce qu'on a besoin de la ligne de téléphone fixe? Dans tous mes guides, je dis qu'un café par jour chez Tim Hortons, ça représente au salaire minimum l'équivalent d'une semaine de travail. C'est peut-être 2 ou 3 jours de... On peut s'acheter chez Canadian Tire une cafetière à 80$ avec un thermos puis s'amener notre café au travail. On vient de se sauver plusieurs centaines de dollars par année qu'on peut allouer, par exemple, à l'achat d'une maison. On peut peut-être aller moins souvent au restaurant au lieu d'y aller 3 fois par mois ou 4 fois par mois. On peut y aller 2 fois par mois. La différence, on l'alloue justement à l'achat d'une maison. C'est des petits montants de 20, 30, 40, 50$ par paix qui nous permettent, combinés à des programmes comme par exemple le CELIAP, le RAP et la mise de fonds assurée par la Société canadienne d'hypothèque et de logement de 5%. C'est possible d'acheter une maison ou un condo pour un premier acheteur. C'est encore abordable, contrairement à ce qu'on le pense. Et si on analyse bien notre style de vie, on peut peut-être acheter une propriété. C'est important de se ménager, même si on devient propriétaire, c'est important de se ménager aussi, d'être capable de mettre de côté un peu d'argent ailleurs, dans son REER notamment, ne serait-ce que 20 ou 30$ par mois ou par paye. C'est important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que on sait-on jamais, on a besoin. C'est important aussi de mettre de l'argent dans son CELI parce que il faut être capable de parer aux urgences. Et ça, vous, comme conseiller financier, vous le savez, hein, il faut être capable d'avoir une marge de manœuvre. Donc, il faut pas juste devenir propriétaire puis tout canaliser son épargne dans la propriété. Il faut aussi avoir un peu d'épargne. Ne serait-ce que pendant les années où on est jeune, on a des enfants, beaucoup de responsabilités financières. Les 20 ans où les enfants se rendent au cégep, on peut moins épargner, mais c'est important d'épargner quand même un peu. En dehors de l'achat de notre propriété, si on décide d'être propriétaire. Si on décide d'être locataire, il faut absolument mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, de calculer la différence entre être propriétaire et être locataire, ça représente souvent plusieurs centaines de dollars. Il faut être capable de mettre cet argent-là de côté dans un REER et dans un CELI. Ça, c'est capital. Il faut être capable de le faire. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par des retraits automatiques à chaque paye qu'on fait, des virements, dans des placements qui correspondent à notre tolérance au risque. Quand je ne vous l'apprends pas, vous êtes conseiller financier. C'est là que votre job est important, en fait. C'est d'être capable de conseiller la personne, de dire, regarde, l'argent que tu épargnes, il faut que tu le mettes à cet endroit-là, puis tu vas voir. Par des très petits montants, on peut épargner des centaines de milliers de dollars sur le long terme. Ça paraît pas. Alors, soit que cet argent-là va vers notre retraite, soit que cet argent-là va vers l'achat d'une propriété. Votre message que c'est encore possible, je pense que ça va venir comme un vent de fraîcheur ou du moins un vent de positivisme pour plusieurs auditrices, auditeurs, parce que tout ce qu'on entend, c'est que c'est quasiment impossible. Hein? Quand on écoute les médias, c'est la crise de logement, et c'est inaccessible. Et c'est vrai qu'il y a des défis dans le marché, mais je pense que ce message-là, en faisant des bonnes actions, en étant discipliné,
ça va venir donner un peu d'espoir pour les auditeurs auditrices qui ont l'impression qu'ils ne pourront jamais devenir propriétaires. Donc, merci beaucoup pour cela, M. Desjardins. Merci. Et à une prochaine. Merci. Oui, merci d'être venu au podcast et à la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.